Nous sommes samedi 10 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité. La jeunesse Ansardu du Mali a organisé une journée de don de sang en l'honneur de son président Asseli Chérif Ousmane Madan Haidara au centre de santé Chérifla à Bankonedjan Kineboukou. L'activité s'est déroulée dans la matinée ce samedi en présence de plusieurs volontaires. On fait le point avec Fatmata Kane et Ablé Sougoudou. En ce samedi très tôt le matin, les membres et responsables de la jeunesse ansardine se sont donné rendez-vous au centre de santé Chérifla. Objectif, accomplir un devoir purement spirituel en donnant du sang aux personnes qui en ont besoin. Cela en phase avec l'un des souhaits le plus ardent des guides spirituels des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara. Nous avons décidé d'organiser cette activité de don de sang chaque 3 mois. Et dans l'optique, dans la vision de notre guide spirituel qui est Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara, et dans sa vision d'aider tout le monde. Donc c'est pour cela que la jeunesse ansardine a initié d'organiser le don de sang chaque mois, chaque 3 mois plutôt. Donc pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui en ont besoin du sang. C'est pour cela que la jeunesse a décidé d'organiser ce don de sang. Et on a vu, il y a beaucoup de personnes qui sont venues quand même pour donner le sang, que nous les saluons d'abord. Sans donner, vie sauvée, c'est le slogan d'un militant ansari sympathisants qui ont volontairement participé à cette journée. Ils se disent engagés pour relever les défis sanitaires pour les personnes en manque de sang. Très content en ce matin parce que je suis fier de donner le sang. Sans là, c'est valoriser plus que de l'argent et sans valoriser plus que le d'or. Mais j'aime mon pays et j'aime mon souveraineté. Il faut donner le sang pour sauver mon pays. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Au nom de l'ensemble des sections du district de Bamako et environnant, le secrétaire général de la section des Ansars de Bamako et Rive-Gauche a remercié les organisateurs tout en insistant sur l'importance d'un tel acte humanitaire. Ce travail est salutaire. Nous tenons à saluer et remercier l'Amsar jeunesse. Donner le sang, c'est très important parce que ça te permet de connaître le groupe sanguin, même si tu as d'autres maladies aussi, à travers ça, ça te permet de connaître ça aussi. Et nous demandons aussi aux d'autres associations d'emboîter les pas pour servir les différents hôpitaux. Je ne saurais terminer sans remercier le guide spirituel des Amsar, Chérif Ousmane Madan Haidara, et sa sainte famille, parce que tout ce que l'Amsardine fait, c'est grâce à lui. Tenu sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine et du Centre de santé Chérifla, cette activité qui entre dans le cadre du programme trimestriel de la jeunesse ansardine a été saluée à juste titre par les agents du CNTS qui se sont réjouis de la franche collaboration entre leur structure et l'association des Ansars. Bon, vous savez, depuis fort longtemps, l'Arsardine est un de nos partenaires, comment dirais les plus importants, quoi. Bon, privilégié, c'est vrai, encore plus important, parce que ce que Ansardine fait dans le cadre du don de sang, c'est pas facile. En tout cas, jusqu'ici, on peut dire qu'ils sont les premiers. Et c'est pour dire que tellement que ça nous va droit au cœur. Et puis, chaque fois qu'on vient, c'est très bien organisé. Et toujours, en tout cas, toujours, on a satisfaction. Dire qu'on est venu à une collecte mobile d'Ansardine et que ça a foiré, ça n'a jamais eu lieu. Tout cela montre leur engouement, leur détermination, leur désir ardent de vouloir sauver des vies. Et bon, peut-être ça peut aussi être un peu en relation avec leur foi. Donc le sérieux, tout cela montre combien ils prennent cette activité au sérieux. Cela veut dire que plus ton partenaire est sérieux,
plus tu es confiant et plus tu veux aller toujours avec lui. Il faut retenir que cette couche juvénile qui s'est engagée pour la défense des idéaux de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara contribue également au processus du développement de la nation en initiant des activités patriotiques, notamment les journées de salubrité, entre autres. L'actualité sur tout autre plan, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans son adresse à la nation au sein du Nouvel An, a présenté les axes prioritaires pour l'année 2026, axés notamment sur la paix, la gouvernance, l'économie, l'énergie et les capitales humains. Que pensent les Maliens de ces priorités? Éléments de réponse dans cet entretien avec nos reporters Amadou Kamara et Ibrahima Koulibaly. Cette adresse à la nation du président de la transition a été une adresse qui a été émaillée de fortes annonces. Parmi les annonces, on peut évoquer la prochaine relecture des chartes des partis politiques, les efforts dans le domaine de la sécurité, mais aussi de la quête de la paix, avec l'annonce de l'Observatoire prochaine de la paix qui sera décentralisé dans les différentes régions du pays. Surtout, sur le plan politique, les concertations qui seront engagées en vue de revoir le rétablissement des partis politiques. Ça, c'est une annonce forte. Au-delà de ces annonces, en matière de sécurité, les efforts déployés par les 3 États pour endiguer les phénomènes du terrorisme a été une annonce qui donne de l'espoir sur la stabilité du Sahel dans les prochains mois. Le discours de la nation du président de la République, le président Assimi Goïta, vraiment nous l'avons écouté avec intérêt et devant nos télés à la veille de la fin de l'année 2025. Je pense que son discours était un discours salutaire parce que d'abord, il a remercié tous les Maliens et précisément les opérateurs économiques et puis les chauffeurs qui ont donné leur vie pour ce pays. Et je pense que ça, c'est un aspect très important. Et surtout par rapport au problème de carburant, je pense que les Maliens doivent être félicités par rapport à leur résilience. Parce que force est de constater qu'une nation, ce n'est pas seulement le gouvernement ou le président de la République. Je pense qu'aussi la population a un grand rôle à jouer. Et cette population a géré, a fustigé. Nous avons fait la violence sur nous. Nous avons accepté beaucoup de choses parce que nous disons Maliens et patriotes. Et donc vraiment, son discours, c'était un discours fédérateur. Oui, effectivement, le président a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que s'il plaint au bon Dieu, il y aura des solutions par rapport à tout ça, surtout le problème d'énergie au Mali. Mais ce n'est pas que de parler. D'abord, nous, les Maliens, en tant que citoyens, nous devrons comprendre que nous sommes dans une situation où vraiment c'est très difficile. Et nous devrons accepter certaines choses et comprendre aussi certaines choses, surtout par rapport au problème d'électricité. Et donc, si on ne les accompagne pas, ce n'est pas possible. Cette situation n'est pas une situation d'une seule personne, mais c'est la situation d'un ensemble. Bon, compte tenu de l'économie malienne, nous sommes conscients quand même que la situation n'est pas aussi que ça, mais en réalité, nous devrons quand même confronter ces difficultés avec intelligence. Et je pense qu'on arrive à faire les salaires et ils arrivent aussi à gérer les priorités, qui est d'abord la souveraineté de notre pays, mettre les militaires dans les conditions et surtout penser à la santé. Moi, je pense que surtout aussi, ils doivent aussi penser aux enseignants, parce que moi, je suis quand même enseignant et promoteur d'école, et penser aussi à ces écoles-là. Bien vrai qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, quand on regarde partout, on constate qu'ils sont en train de fournir de l'effort. Bien vrai que ça ne va pas. En réalité, ça ne va pas, mais ils fournissent de l'effort. Ça, il faut le reconnaître. Même si tu n'aimes pas les lièvres, il faut reconnaître qu'il a de grandes oreilles. Le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Fédération de Russie et la République du Mali a été solennellement célébré le vendredi 26 décembre dernier. Depuis l'établissement des dites relations le 14 octobre 1960, la Russie et le Mali entretiennent une relation amicale solide, enracinée dans le respect mutuel et la non-ingérence. Amadou Kamara pour les détails.
L'année 2025 a marqué un tournant riche et substantiel pour les relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Bien que cet anniversaire officiel soit tombé en octobre, cette rencontre a permis de dresser le bilan d'une coopération passée à une vitesse supérieure. Honorable Fousseni Ouattara, premier civil à avoir reçu une distinction honorifique de la Fédération de Russie par le canal de son ambassade à Bamako, s'est réjoui de cette relation entre les deux pays. Les relations diplomatiques russo-maliennes ont été établies le 14 octobre 1960. Donc effectivement, ce 65e anniversaire a été inauguré ici. L'ambassade de la Russie a organisé une grande fête des artistes russes et des artistes maliens, voilà, qui ont fait savoir de leur talent au CICB le 5 novembre 2025. Ce fut une fête grandiose. Le Mali a reconnu aussi la Russie comme pays continentaire de l'URSS en 1992, en décembre 1992. Nos relations continuent de plus belles. Il faut savoir que depuis 1960, après l'établissement des relations diplomatiques, l'Union soviétique qui existait à ce temps a réalisé beaucoup de choses au Mali. Je peux citer beaucoup de sites qui ont été réalisés, et entre autres des établissements d'enseignement, comme vous le savez, l'IPR de Katibougou, l'école de médecine, l'école nationale d'ingénierie, d'ingénieurs, ainsi de suite. Ce sont des réalisations de la Russie. Et le centre de formation professionnelle CFP, comme vous le savez, qui est près du stade Omnisport. Le stade Omnisport aussi, c'est une réalisation de la Russie. Et comme l'hôpital Gabriel Touré aussi, qui a été réalisé par la Russie. On peut citer aussi, par exemple, les 9000 hectares irrigués à l'Office du Niger pour cultiver les riz. Et comme vous le savez, l'exploitation aussi de l'or, les prospections géologiques. Beaucoup de ces prospections ont été réalisées avec l'aide de la coopération de l'Union soviétique. Et tout le monde se souvient aussi de la mine de Kalana, et ainsi de suite. Et comme vous le savez, si on prend les hauts cadres, les fonctionnaires du Mali, il y a eu plus de 10 000 qui ont été aussi formés en Russie. Je suis très fier de cette relation. Vous savez, la Russie est l'une des rares puissances qui, dans sa collaboration avec un État, ne devient pas encombrante. La Russie est à notre écoute. La Russie fait ce que nous demandons. La Russie ne nous impose rien. Comme vous l'avez dit, effectivement, moi, la médaille qui est là, c'est la médaille de la fraternité militaire. Peut-être je suis le seul civil qui a obtenu ça. À ce début de nouvel an, je profite de cette occasion quand même pour adresser mes meilleurs vœux aux forces de défense et de sécurité en premier lieu. Que Dieu les préserve. Ceux qui sont tombés, que Dieu les fasse bénéficier du paradis. Et je profite aussi pour féliciter Cherifla TV et que votre télé puisse bien épanouir en cette nouvelle année. Et aussi mes meilleurs vœux vont à l'endroit de notre guide spirituel et de notre grand chef Cherif Madana Aïdra, notre grand frère. Nous prions quand même pour que Dieu lui donne la bonne santé et qu'on puisse quand même fêter plusieurs années ensemble. Et je félicite aussi tous les membres du CNT et le président du CNT aussi, le général de corps d'armée Malik Diaw. L'établissement des relations diplomatiques le 14 octobre 1960 a été un jalon important dans l'histoire de la jeune République du Mali. Depuis lors, nos deux pays développent un partenariat solide fondé sur la confiance, le respect mutuel, la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et une vision commune d'un monde multipolaire, plus juste, plus équitable. Merci de me donner l'occasion pour parler de cette relation si vieille et si fructueuse. Vous l'avez dit, ça fait 65 ans. Ça veut dire que depuis le début de nos indépendances, la Russie a aidé le Mali. Cette aide nous a permis, dès le début des indépendances, à faire un bon départ sur tous les plans. Tous les secteurs au Mali étaient à un niveau satisfaisant.
sur le plan éducation. Nous avions les meilleures écoles, les meilleurs cadres. Sur le plan militaire, nous avons des officiers pleins et bien formés avec des armements qui étaient à la hauteur. En un mot, je peux dire que la coopération avec la Russie nous a amené le Mali à un niveau où vraiment il était envié par tous les autres pays voisins. Malheureusement, à un certain moment, cette coopération a eu un coup d'arrêt et qui nous a ramené sur un autre paradigme dont nous vivons aujourd'hui les conséquences. Et fort heureusement, depuis 2020, cette coopération a redémarré où le Mali était dans un état très critique sur le plan surtout sécuritaire et attaqué de toutes parts et trahi par ses autres amis, entre guillemets. À noter que la Fédération de Russie a été aux côtés du Mali dès les premières heures de son indépendance. Et cette constance demeure profondément gravée dans la mémoire collective des Maliens. 65 années d'amitié sincère et de coopération fructueuse permettent aujourd'hui de mesurer le chemin parcouru et d'envisager avec confiance des perspectives qui s'offrent à nous dans un contexte international en pleine mutation. La consolidation du partenariat stratégique contribuera à la paix, à la stabilité de nos deux pays, ainsi qu'à l'essor d'un monde véritablement multipolaire. À présent, voyons avec Moussa Fomba ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en images et en brève. Le gouvernement sénégalais affiche une ligne de fermeté face aux inquiétudes internationales. Malgré des finances publiques sous forte tension, le Premier ministre Ousmane Sonko exclut toute restructuration de la dette nationale. Une position assumée alors que les institutions financières internationales alertent sur la trajectoire budgétaire du pays. L'exécutif a mis désormais sur une discipline interne pour préserver sa crédibilité économique et sa souveraineté. Le fossé entre les analyses internationales et la vision de Dakar semble se creuser, tandis que le FMI évalue la dette publique sénégalaise à un niveau inquiétant de 132% du produit intérieur brut PIB. Ousmane Sonko maintient une estimation à 119%. Pour le Premier ministre, au-delà de la bataille des chiffres, l'essentiel réside dans la capacité de l'État à honorer ses engagements. Il affirme que la dette reste viable et que le Sénégal n'a manqué aucune échéance de remboursement depuis 1 an et demi. Cette confiance affichée vise à rassurer les marchés financiers alors que le pays s'apprête à consacrer près de 20% de ses recettes budgétaires en 2026 au seul paiement des intérêts de la dette. La proposition de restructuration suggérée par les experts du FMI lors de leur visite de novembre est perçue à Dakar comme une ingérence ou, à tout le moins, comme une solution inadaptée. Ousmane Sonko a été clair en soulignant que cette décision n'est pas une simple opinion personnelle, mais la position officielle du président de la République. En refusant de négocier les termes de ses emprunts, le Sénégal cherche à préserver sa souveraineté économique et à éviter le signal négatif qu'une restructuration pourrait envoyer aux investisseurs internationaux. Le gouvernement estime avoir les coudées franches pour redresser la barre sans passer par les fourches codines d'un rééchelonnement imposé. Les États-Unis ont annoncé ce mercredi la suspension immédiate de l'ensemble de leur aide à la Somalie. Washington accuse des responsables du gouvernement fédéral de Mogadiscio d'avoir détourné des ressources humanitaires destinées aux populations les plus vulnérables. Cette décision intervient à un moment critique pour la Corne de l'Afrique, où la Somalie reste largement dépendante de l'assistance internationale pour sa survie institutionnelle. À l'origine de cette rupture brutale, les services de renseignement et le département d'État pointent du doigt une opération de sabotage d'une ampleur inédite. Des responsables somaliens auraient fait détruire un entrepôt du programme alimentaire mondial PAM, financé par les États-Unis avant de saisir illégalement 76 tonnes de denrées alimentaires. Ce stock était initialement destiné aux populations les plus vulnérables du pays, déjà durement touchées par près de 35 ans de chaos et d'insécurité. Pour l'administration Trump, qui prône une politique de tolérance zéro face au gaspillage et à la corruption, cet incident constitue une ligne rouge franchie par les autorités de Mogadiscio. Cette suspension de l'aide n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans un durcissement global de la politique américaine envers la Somalie. Ces derniers mois, le président Donald Trump a multiplié les critiques acerbes, qualifiant le pays de pourri et ciblant directement la diaspora somalienne établie dans le Minnesota. Au-delà de la question humanitaire, la tension se cristallise sur le plan diplomatique. Washington a récemment salué la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, une démarche que Mogadiscio dénonce
comme une attaque délibérée contre sa souveraineté. En se rapprochant de la République autoproclamée, stratégiquement située sur le golfe d'Aden, les États-Unis et Israël isolent davantage le gouvernement fédéral somalien. Cette nouvelle alliance régionale exacerbe les tensions, d'autant que les insurgés Shebab ont déjà promis de s'opposer par la force à toute présence israélienne dans la zone. L'Iran condamne les tentatives américaines d'ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique en incitant aux émeutes et à la violence, a déclaré le représentant permanent iranien, l'émir Saïd Aravani. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au président du Conseil de sécurité, Aboukar Dahir Ousmane, l'envoyé iranien auprès de l'ONU a déclaré « Je vous écris sur instruction de mon gouvernement pour exprimer la plus ferme condamnation de la République islamique d'Iran, de la conduite actuelle, illégale et irresponsable des États-Unis d'Amérique, en coordination avec le régime israélien, qui s'ingère dans les affaires intérieures de l'Iran par des menaces, des incitations et l'encouragement délibéré de l'instabilité et de la violence. L'entière responsabilité des conséquences de ces actes incombe sans équivoque aux États-Unis, indique la lettre. Lors d'une réunion avec des dirigeants de compagnies pétrolières à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient recourir à une action militaire si les forces iraniennes ouvraient le feu sur les manifestants. Israël et les États-Unis n'ont pas atteint leur objectif lors de leur agression contre l'Iran en juin 2025 et ont ensuite cherché à déstabiliser le pays en incitant à des troubles de masse, selon Mashallah Shamsul Vaizin, membre du Conseil gouvernemental de la République islamique d'Iran sur les technologies de l'information. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni estime qu'il est temps pour l'Europe de dialoguer avec la Russie. Je pense que le président français Emmanuel Macron a raison. Je crois qu'il est temps pour l'UE d'entamer des négociations avec la Russie, a déclaré Meloni lors d'une conférence de presse dressant le bilan de l'année écoulée. La question est bien sûr de savoir qui devrait s'en charger. Il y a trop d'avis différents, a-t-elle souligné. J'ai toujours soutenu la nomination d'un envoyé spécial de l'Union européenne pour l'Ukraine, a ajouté le Premier ministre italien. Elle estime toutefois que les conditions d'un retour de la Russie au sein du G7 ne sont pas encore réunies. Néanmoins, elle n'exclut pas cette possibilité à l'avenir. Il nous faut voir quand la paix sera instaurée et à quelles conditions, a déclaré Meloni. Bruxelles, de son côté, considère la frappe de missiles Oreshnik menée par la Russie contre l'Ukraine comme un avertissement à l'Union européenne et aux États-Unis et entend poursuivre son assistance militaire à l'Ukraine, a déclaré la porte-parole de la Commission européenne Anita Hyper lors d'un point de presse à Bruxelles. Plus tôt, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir lancé une frappe massive, notamment avec le missile Oreshnik, sur des cibles critiques en Ukraine, en réponse à l'attaque menée par Kiev en décembre contre la résidence du président russe Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Le président américain Donald Trump déclare que les États-Unis voulaient le Groenland et qu'ils en prendraient le contrôle sous une forme ou une autre. Lors d'une réunion avec les dirigeants de l'industrie pétrolière, Trump a été interrogé sur les coûts liés à l'intégration du Groenland aux États-Unis. Je ne parle pas d'argent pour le Groenland, j'en parlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, nous allons agir concernant le Groenland, qu'ils le veuillent ou non, car si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine s'empareront du Groenland et nous serons les voisins immédiats de la Russie et de la Chine. J'aimerais conclure un accord à l'amiable, vous savez, mais si nous n'y parvenons pas facilement, nous le ferons difficilement, a-t-il ajouté. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il souhaite intégrer le Groenland aux États-Unis, si Washington a la possibilité de mener pratiquement toutes les actions militaires sur l'île et dans les eaux environnantes, Trump a répondu « Parce que lorsqu'on en est propriétaire, on le défend. On ne défend pas les concessions de la même manière, il faut en être propriétaire. » Il a aussi laissé entendre que les États-Unis ne laisseront pas la Russie ou la Chine s'implanter au Venezuela ou au Groenland, mais s'attendent à ce que Caracas devienne leur allié à l'avenir. C'est tout pour ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chirfla Télévision. Bonsoir.